Salut les amis, bienvenue dans Mint and Drink, le podcast décontracté qui parle de NFT tous les dimanches matins. Dans cet épisode enregistré le jeudi 3 novembre 2022, avec Devac, on revient sur Jack Dorsey et son réseau social Blue Sky, en quoi ça consiste exactement et quelles seraient les conséquences pour le milieu Web3. Le carton de la semaine, c'est Art Gobbler, créé par l'un des producteurs de Rick and Morty. Au-delà des polémiques, pourquoi ce projet fait-il autant parler de lui en ce moment? Et enfin, on profite d'Halloween pour parler de tout ce qui fait peur dans le milieu NFT, les principales arnaques, les projets qui descendent à zéro, comment ne pas se faire avoir dans ce milieu si compliqué. Mais c'est pas tout, parce qu'on va aussi vous parler de Jimone, du projet Alpine avec Obvious, du projet Valhalla, d'Instagram, de DJ Dakaku et de DK. C'est parti! Et salut Devac, comment tu vas? Ça va et toi, super? Ouais, trop bien. Je suis au café de mon côté, donc comme un matin quoi, tranquillement. Bah moi je voulais dire je suis à la bière, mais à 9h du matin jeudi, ouais. Après une longue journée ça va être... Enfin, tu sais que t'as la journée qui va commencer, non, on est au thé tranquillement. Oui. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas record un soir, mais la prochaine fois on essaiera de faire un soir, ce serait cool. Là on a une semaine très chargée, raison pour laquelle on record un jeudi matin, très tôt. Donc on va parler un petit peu macro pour commencer. D'abord sur le marché au global, ensuite sur les marketplaces et enfin sur les collections NFT les plus échangées sur la semaine. Sur le macro, ce qu'on peut dire, c'est que l'Ether et le Bitcoin ont stabilisé depuis la hausse qu'on a connue la semaine dernière. Et rien de spécial à raconter de ce côté-là. En revanche, côté macro, la Fed a de nouveau augmenté les taux. Ça met encore la pression sur les actions plutôt côté tech. Donc à suivre ce qui se passe de notre côté, mais voilà, le S&P et le Nasdaq hier ont fait des grosses chutes de 2,5% pour le S&P, de 3,36% pour le Nasdaq. Ça confirme mon minute papillon que je répète toutes les semaines, parce que beaucoup de gens se disaient que c'était la fin du bear market et qu'on allait commencer enfin à respirer. Pas si sûr. C'est vrai que la tech, elle est pas en très bonne forme en ce moment. Non. Quand t'as Amazon qui a publié des résultats qui étaient pas très bons. Ça. Meta, c'est la cata. Meta, Amazon, enfin même toutes les techs, hein, Snap, TikTok, etc. Franchement, il y a que des pertes. TikTok, je sais pas, mais je sais qu'il y a eu des layoffs sur TikTok, mais enfin. Ah ouais. Aussi sur TikTok. Sur l'année globalement. Mais okay. C'est vrai que la tech, elle est pas en très bonne forme et souvent on sait que la tech, ça drive quand même la santé du marché. Ouais. Je crois que les GAFA c'est plus ou moins 25% du Nasdaq ou du S&P, un truc comme ça. C'est énorme maintenant. C'est aussi important, ouais. Bref, Devac et moi, on n'est pas des spécialistes de la bourse ou de la finance, peu importe, on est juste là pour observer ce qui se passe et observer chaque semaine ce qui se passe un petit peu sur la macro, simplement parce que ça agit en fait sur le marché des NFT globalement, donc c'est toujours intéressant de faire un petit point là-dessus. Côté marketplace et côté le pump du Dogecoin, ça a pas du tout impacté le monde des NFT, hein, clairement. Non, effectivement, non. Et il y a eu, j'ai vu le Dogecoin là récemment en 2-3 jours, ça a fait 1000 millionnaires. 1000 personnes sont devenues millionnaires du jour au lendemain. Là, avec le pump de la semaine dernière. Avec le pump de la semaine dernière, ouais. En même temps, mec, il a pris combien 100%, il a fait 100%, un truc comme ça. Ouais, plus de 100%. Et il stabilise là, hein. Et là, il stabilise, hein. Franchement. Incroyable. Et je pense que ça va continuer à monter parce que, enfin, il y aura des updates sur Twitter, mais Elon Musk, il a repris la main sur Twitter et il est très bullish sur le Dogecoin comme moyen de paiement, donc, on sait pas. Évidemment, ça spécule quand même pas mal. Je le répète, si c'est un sujet Elon Musk, le Doge, Twitter qui vous intéresse, franchement, je pense que tous les deux, on vous recommande très vivement de vous choper la biographie d'Elon Musk et de la lire attentivement, parce que en fait, il en est pas à son premier coup d'essai. Il avait fait d'abord, avant de commencer SpaceX et Tesla, il avait monté une boîte qui s'appelait X.com et qui était là justement pour remplacer le système bancaire. Et après, ça a fusionné avec PayPal et il est devenu patron de PayPal, mais à la base, c'était X.com. Et quand on lit ce qu'il voulait faire avec X.com, ça en dit long sur ses ambitions sur Twitter. Donc vraiment, je vous recommande vivement de lire sa biographie et notamment tout ce qui se passe avant Tesla, avant SpaceX, qui est super intéressant sur la genèse de son parcours en fait. Parenthèse fermée. Les marketplaces et les volumes NFT, qu'est-ce que ça dit? Donc pour ceux qui voient la vidéo, on a les graphes sous les yeux. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, on va vous décrire ce qui se passe. Mais en gros, ça pue toujours la merde côté volume NFT, encore pire qu'avant, parce que quand tu regardes les graphes OpenSea, comme OpenSea se fait grave concurrencer par d'autres marketplaces, on va en parler juste après, bah les volumes là sont pas du tout au beau fixe. Ouais, on va commencer par les marketplaces avant. Ouais, peut-être les marketplaces avant, ouais. Donc sur ces derniers jours, on est quoi? On est donc en USD. On est sur OpenSea à 84 millions de dollars échangés, toujours dans le top, hein, OpenSea. Je l'ai jamais vu se faire, swiper par un autre
Magic Eden peut-être, non même pas en fait, il est toujours resté premier OpenSea, mais il se fait rapidement rattraper. Ça y est, ça change, ouais. Et là, comme tu le disais, Blur a commencé à prendre énormément de place dans le gâteau que se partagent toutes ces entreprises là. Donc à côté des 83 millions d'OpenSea, ça donne quoi à peu près Blur là? On est à 52 millions. Donc c'est énorme, énorme. Blur. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que t'as Blur, mais t'as aussi Blur Swap. Et ma compréhension, c'est que Blur, c'est vraiment les achats et les reventes qui sont faites via la marketplace Blur. Et Blur Swap, c'est quand tu utilises Blur, mais pour acheter ou vendre via d'autres marketplaces, parce qu'ils sont connectés aux autres marketplaces et ils agissent en fait un peu comme tiers, comme intermédiaire pour acheter des choses sur X2Y2, OpenSea, etc. Et là, on est à 24 millions de $. Donc si t'ajoutes Blur Swap et Blur, c'est quasiment kiff avec OpenSea, quoi. Ouais. Non, mais c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Il y a pas de fee, sur Blur et Blur Swap. Ouais, c'est ça qui est chaud. Il y a pas de royalty. C'est pour ça que ça attire tout le monde. Tu vois que je me rends compte aussi que les floors des collections importantes sont vraiment mises en pression par Blur, parce que Blur, c'est vraiment des gens qui essayent de vendre ou d'acheter au plus vite. Et du coup, naturellement, les floors sur Blur se font complètement exploser. Les mutants là sur Blur, ils sont à 11,5. C'est abusé. Hein. Ils sont à combien sur OpenSea? Non, sur Blur maintenant ils sont à 11,5 Ether. Ah oui, d'accord, ok. Et versus OpenSea, ce qui est vraiment dingue. OpenSea, ils doivent être, je sais pas, un peu au-dessus de 12, mais tu vois, ça tire les prix vers le bas, clairement. Putain, c'est ouf. Maintenant, si tu regardes sur les 24 heures, vas-y. Sur les 24 heures, ouais. Ouais, et élimine les wash trades aussi. Ah oui. Tac. Pardon, on parle du graphe qui nous est aux yeux, mais vous inquiétez pas, on va tout vous décrire. Voilà, sur les dernières 24 heures, Blur, tout seul, sans Blur Swap, a explosé OpenSea et est bien au-dessus maintenant, en fait. Okay, donc là il y a un trend. Alors il y a un truc à savoir aussi sur OpenSea, sur Blur, c'est qu'il y a en ce moment il y a alors je crois que ça se termine mi-novembre, il y a un airdrop. Donc plus tu trades sur la plateforme, enfin, tu achètes, tu revends, plus tu peux gagner comment ils appellent ça, des coffres ou quelque chose comme ça. Ouais, que tu peux open, je crois. Ouais, des packages que tu peux open en janvier. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui essaient de profiter de ce airdrop qu'on n'a pas sur les autres plateformes. Donc en fait, t'as une vraie incentive à acheter et revendre sur ces plateformes-là. Ouais, sur cette plateforme-là. Et donc la grosse question, c'est que le volume, il est assez gonflé par ça. Et la question, c'est en vrai, est-ce que ça va durer, tu vois? Est-ce qu'ils vont continuer à faire des airdrops? Parce que quand tu regardes, ce qui va se passer en janvier, il y a zéro fee, en fait. Comment ils font de l'argent, Blur, aujourd'hui, tu vois? Enfin, il y a ça aussi à se poser comme question, parce que ils font pas d'argent aujourd'hui. Leur modèle, c'est de grossir l'usage un max, et ils verront plus tard pour le business model. Ouais, donc ça veut dire que tu vois, sur un long terme, est-ce que c'est sustainable? Tu vois, parce que les gens peuvent facilement changer d'une plateforme à une autre, parce que quand tu regardes, on l'a vu, en 6 mois, les gens sont passés d'OpenSea à X2Y2, ils sont passés sur Blur directement parce qu'il y avait une incentive. Enfin, tu vois, on est un peu tous agnostiques entre guillemets sur les plateformes. Là, on va là où il y a entre guillemets un avantage, tu vois, financier. Oui. Et enfin, la question elle peut se poser, tu vois, le long terme, Blur. Tu vois, complètement. Faudra voir. Et donc juste pour info, quand tu ouvriras tes boîtes en janvier de Blur, dedans, normalement, il y aura des tokens de gouvernance qui te permettront en fait de voter, d'agir et de faire partie des décisions qui seront prises par rapport aux évolutions de la marketplace. Okay. Les founders ont clairement expliqué qu'ils veulent que plus de la moitié de Blur appartiennent à ses utilisateurs. Ouais. Ça va être une espèce de DAO. Ouais, un truc comme ça, ouais. Et c'est intéressant parce qu'OpenSea n'a pas du tout de système de gouvernance, ce qui dans le Web3, qui est censé être un minimum décentralisé, est un peu une chimère, effectivement. Ouais. Ok, donc ça c'est niveau marketplace. Niveau collection, qu'est-ce qui s'est beaucoup tradé cette semaine? Je pense que ça va être assez... Je vais ouvrir les onglets la prochaine fois. Éloquent. Pas de souci. Parce que j'ai pas préparé. Pas de souci. De toute façon, les gens qui nous écoutent ne voient pas les. J'espère d'ailleurs qu'on fait un meilleur job que la semaine dernière et qu'on décrit bien ce qui se passe sous nos yeux. Donc sur les collections sur OpenSea, tout devant, très loin devant, on a Art Gobbler qui a fait quasiment 10 000 Ethers de volume et ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu une collection sortir et faire plus de 10 000 Ethers de volume. C'est ouf. En 7 jours. C'est ouf. En même pas 7 jours parce que c'est sorti en cours de semaine. À titre de comparaison, on a parlé pas mal en septembre, octobre des Renga. Les Renga en 2 mois, ils ont fait 16 000 Ethers de volume. Donc là, 10 000 Ethers de volume en quelques jours seulement pour nos amis de chez Art Gobblers. C'est ouf. Et à 16 Ethers le floor. 16 Ethers le floor, ouais. C'est je l'ai vu à 20 Ethers à un moment donné hier. Ah oui, ouais. Ouais, abusé. On va en parler juste après d'Art Gobblers, on va tout décrypter, on a tout digué avec des vacs, donc on vous en parle après. Deuxième, troisième
on a les CryptoPunk et les Bored Ape, ça change pas. 4e, on a la collab Remova Artefact, on en a parlé longuement la semaine dernière, vous pouvez revoir l'épisode de la semaine dernière pour tout comprendre. Les Chromis Squiggle en 5e avec un floor qui a explosé à 16 ETH, donc là clairement l'art c'est le stablecoin du milieu NFT. Hein. Je me souviens encore du floor qui a été il y a 2-3 mois autour de 10, voire un peu moins de 10. Et là, on est à 16. Et quand tu regardes c'est une collection de 10 000 pourtant. Hein. Et quand tu regardes les items qui sont en vente actuellement, je crois qu'on est à 3 items de passer à 17 et à quelques items de passer à 18, 19, 20. En fait, le floor, il est très fin. En fait, ce qu'on appelle très fin, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait 3 ventes et ça y est, ça augmente encore de 1 Ether. Tu vois? Là, il y en a 2 qui sont achetés, on est déjà à 16,5 et s'il y en a 3 qui sont achetés, on est déjà quasiment à 17. Quasiment à 17 quoi. Putain, c'est ouf. Alors que si tu regardes à l'inverse les mutants en ce moment, il faudrait qu'il y en ait genre 15 qui soient achetés pour passer de 11,5 à 12. Donc le floor là-dessus, il est beaucoup plus épais. Ça, là, un whale, il en achète 4 d'un coup. Le floor, il monte d'un tout. Et en vrai, franchement, quand tu regardes le nombre de unique owners, il y a beaucoup de whales derrière. Ouais. Il y a très peu de personnes qui ont les Squiggle, c'est vraiment... Il y en a 9000. 9700, ok. Ouais. Ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est l'écart entre le floor et la plus grosse enchère derrière. Là, tu vois que les Chromis Squiggle, le floor il est à 16, la plus grosse enchère elle est à 15. Donc en fait, c'est assez fin aussi entre, tu vois, l'enchère et le floor. Si tu regardes d'autres collections, le floor, la différence entre le floor et le bid le plus haut, il est beaucoup plus, tu vois. Là, on a un floor à 12 sur les mutants et on a un bid à 10,7. Bon, c'est pas non plus monstrueux, mais c'est proportionnellement un peu plus important. Et voilà, on sait pas pourquoi ça passe. Enfin, il y a pas vraiment de news sur Chromis Squiggle, c'est de l'art. Enfin, il y a pas d'utilité, il y a rien. Enfin, il y a pas eu une news ou quelque chose qui a fait je crois qu'il y a un whale en particulier qui s'est mis à ramasser le floor. Ouais. D'accord. Ouais, donc en gros, il a. Tu vois, il suffit d'une personne qui décide d'en acheter plein et ça y est, tu peux plus l'acheter à 15, mais après il faut aller à 16 quoi. Donc ça c'est intéressant, mais en tout cas le Chromis Squiggle c'est vraiment genre ça continue à s'imposer comme vraiment un projet réellement plus qu'iconique quoi. Ça. Deuxième au niveau des whales, hein. Art Bubblers et Artblocks premier sur Artblocks premier toujours. Donc Artblocks c'est justement la galerie d'art qui a lancé les Chromis Squiggle, donc c'est le même délire. On revient un peu sur OpenSea quand même parce qu'on va continuer à faire il bug là, OpenSea il veut le plus top 10. Il veut plus. OK, je vais aller moi, je vais le décrire à la mano alors du coup. Elle est fucked up cette plateforme franchement. J'en peux plus moi. Franchement, j'ai tout le temps des messages erreurs sur cette plateforme. Enfin, bon, de toute façon, tu sais quoi, il y a rien de spécial. 6e Other Deeds, donc on est toujours sur l'écosystème Yuga Labs. 7e Clonex, avec un floor qui se stabilise de ouf à 8,40. Il bouge pas depuis 2 semaines, c'est assez impressionnant. Ouais. Malgré la fin du drop à Remova, j'attendais que le floor baisse un peu, mais c'est bien stabilisé. Les mutants 8e, les domaines ENS toujours 9e et 10e. AO Panda Party, et quand je vois ce genre de visuel et ce genre de nom, je me dis que ça ne sert pas à grand chose de regarder. Oh mon dieu. T'as Panda, t'as Party dedans déjà, les deux noms. Ouais, non, c'est mon red flag. Ça va pas. Et sur les whales, du coup, qu'est-ce qu'il y a de différent à part Artblocks qui est premier? Bah, Other Deeds, je vois, il y a tu sais, 6529, il avait sorti une collection il y a pas longtemps. Ah oui, les mêmes. Et elles apparaissent aussi dans les whales. De toute façon, c'est pareil, tu vois, c'est un achat. Ouais. Tu sais que ça va durer dans le temps. Ce mec-là, il partira pas. Il est là depuis 10 ans, plus ou moins 10 ans dans l'écosystème crypto. Il partira pas tout de suite. Ouais. Si vous connaissez pas Punk 6529, fermez tout de suite Mint & Drink et allez le suivre sur Twitter parce qu'il y a plein de trades hyper complets sur tout, sur l'écosystème de la crypto, l'entrepreneuriat, les collections NFT, l'art. C'est vraiment pour débuter dans les NFT, c'est vraiment si vous êtes anglophone. De toute façon, même si vous n'êtes pas anglophone, vous pouvez traduire tous les tweets via Twitter automatiquement, donc c'est pas d'excuse. C'est vraiment un super influenceur pour suivre et pour comprendre les bases des bases quoi. Et tout le monde le dit parce que même tu vois moi j'avais fait des conférences et des mecs sur scène disaient il faut aller suivre ce mec là parce que vraiment tout ce qu'il donne comme insight, enfin c'est des threads genre il y a 40 tweets dans le thread, tu vois, c'est vraiment des trucs t'as besoin de 10 minutes 15 minutes pour le lire. Mais par contre c'est hyper complet, c'est dense, il te donne un point de vue
Si tu veux te renseigner sur les NFT, tu peux pas faire plus efficace que te prendre une journée complète et tu te lis tous les trades, un max de trades de Punk 6529. Et franchement, t'auras appris beaucoup plus que via n'importe quel autre médium. De regarder des vidéos YouTube d'influenceurs qui essaient de voler ton argent, ouais. Ouais, ça sert à rien. Ok, donc voilà sur le top 10 ce qu'on peut dire et on passe directement aux actualités et on commence par quoi, mon Dévac? Enfin, je sais pas, Jack Dorsey, hein, si tu veux. Vas-y, Jack Dorsey, on en a déjà parlé la semaine dernière sur le projet Web 5. J'ai pas du tout suivi, mais tu me dis, Dévac, qu'il y a un autre projet encore qui est en train de se monter, donc, ouais. À toi. Alors déjà, Jack Dorsey, donc, cofondateur de Twitter, il avait annoncé, en 2021, novembre, fin d'année dernière, qu'il allait partir de Twitter. Qu'il allait, consacrer, plus de temps sur ses projets annexes, notamment Block. Block, c'est son app de paiement. Ouais, anciennement Square. Exactement. Block, ça intègre plusieurs apps maintenant aujourd'hui. C'est un espèce de, c'est un all-in en fait avec plusieurs apps, notamment Cash App. Cash App, c'est une app de transfert d'argent, un peu comme Lydia qu'on a en France, aux US. Et tu peux aussi acheter et vendre du Bitcoin via Cash App. Donc il a intégré cette fonctionnalité l'année dernière. Il y a aussi Afterpay. Afterpay, c'est un peu comme nous ce qu'on a Klarna. Enfin, Klarna Expose, c'est un buy now pay later. Et ça fonctionne assez bien. En fait, c'est un nouveau business model ou en tout cas un nouveau moyen de paiement qui explose partout. Moi, je suis pas hyper fan de ce genre de truc, mais je sais que de toute façon, ça pousse à la consommation parce que t'as l'impression d'acheter des trucs, mais tu l'achètes pas. Tu l'achètes, mais tu le payes plus tard, mais dans tous les cas, tu le payes quand même. Enfin, psychologiquement, c'est un peu comme les Américains qui achètent en carte de débit. De crédit. De vrai crédit pour le coup et qui achètent tout à crédit, ouais. C'est ça. C'est un peu le même système. Bref, il y a Afterpay qui est intégré directement dans son application et il a racheté Tidal en français. Donc c'est l'app de musique concurrente à Spotify. Ouais, il a racheté. C'est lui qui a racheté okay. En fait, c'est sa boîte qui a racheté 80% ou 90% de Tidal à 300 millions, quelque chose comme ça, de dollars. Ok. Et ça s'est fait là, cette année, je sais pas, il y a quelques mois, là, ce juin, mai-juin, quelque chose comme ça. Intéressant. Pourquoi? On sait pas. En vrai, j'arrive pas à voir le lien entre la musique, c'est pas c'est pas que de la musique, il y a de la vidéo et tout, c'est un espèce de YouTube, tu vois, aujourd'hui. Tidal, c'est l'application de musique qui a été cofondée, ou en tout cas rachetée, cofondée par Jay-Z. Donc c'est une grosse plateforme et les gens ils aiment bien Tidal. Pourquoi? Parce que t'as un format qui est intégré. Enfin, c'est vraiment pour les puristes de la musique parce que la qualité de la musique elle est légèrement mieux que Spotify. Il y a un format qui est intégré qui est pour les puristes. Ok. Bref, grosse parenthèse. Il se consacre à fond sur Block et tous ces autres projets, on va dire un peu non de profit, notamment Blue Sky. Et en fait, Blue Sky c'est le nouveau réseau social décentralisé donc du coup de Jack Dorsey. Et en fait il avait monté ce projet là pendant qu'il était chez Twitter. Il avait créé cette petite fondation entre guillemets, en tout cas il avait récupéré quelques ingénieurs pour bosser sur ce truc là. Et aujourd'hui en fait depuis le rachat c'est complètement, ce projet Blue Sky est devenu complètement indépendant. Il est plus du tout associé à Twitter et à Elon Musk. D'accord. Ce projet est vraiment indépendant et il a récupéré. En fait, c'était un lab, tu vois, un peu. Dans des grosses entreprises, t'as souvent un truc un peu comme ça, genre Google Leaks, c'est un lab, tu vois. Et donc c'est un centre de recherche et ils ont travaillé sur ce projet-là. Et donc du coup, depuis, il a embauché des ingés de Google, etc. Bon, comme d'hab, tu vois, des grosses têtes. Pour essayer de faire vivre ce projet et ça a commencé à bien prendre pourquoi parce que ils vont lancer la version bêta bientôt et donc sur le site aujourd'hui donc vous retrouverez un Blue Sky Twitter, vous trouverez sur Google il y a une waitlist qui est disponible, donc tout le monde peut s'inscrire pour pouvoir potentiellement participer à la bêta. Et qu'en fait j'ai pas parlé du projet en fait. Qu'est-ce que c'est Blue Sky? Techniquement, c'est un truc un peu technique. En fait, il veut prôner la décentralisation. Donc, en gros, il est en train de monter un concurrent de Twitter, mais décentralisé. Donc, pour entrer la blockchain, il veut rentrer la crypto dedans, les NFT, etc., au sein de cette plateforme-là. Et en fait, il y a une fonction. Alors, c'est très ambitieux. Je sais pas du tout s'il arrivera à le concrétiser, mais en fait, il y a un truc qui s'appelle AT Protocol, Authenticated Transfer Protocol, et en fait ce truc là offre
aux utilisateurs en fait la portabilité de ses comptes. En fait, on en parle nous assez souvent dans la pub, c'est reprendre le contrôle de sa donnée, etc. En fait, ce truc-là va permettre. Donc, si j'ai bien compris, c'est ce truc-là s'intègre aux différents réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Snap, blablabla. Ah ouais, ok. C'est interconnecté avec les autres réseaux sociaux en fait. Je pense que c'est ce qu'il veut faire. Mais par contre, enfin voilà, aujourd'hui, enfin on le connaît bien, le business de la publicité et de la data. Je pense qu'il y a personne qui va vouloir donner ce truc-là aux utilisateurs parce qu'en fait, si tu fais ça, t'as des boîtes qui vont complètement mourir. Hein. Facebook, 90% de son revenu, c'est de la pub. La seule option peut-être ce serait la gouvernance, ce serait de faire en sorte que voilà, des pays décident que effectivement Facebook est dans l'obligation de partager toutes ses données de manière transparente avec cette plateforme. Ou sinon qui trouve une alternative et qui dit qu'en fait ça va donner de la valeur à Facebook. Je sais pas, hein, c'est très early stage, mais en tout cas, tout ça c'est très théorique. C'est très théorique. Aujourd'hui, il a une bêta qui va être lancée. Alors, je sais pas peut-être qu'il va l'intégrer sur Twitter parce que tu vois, Twitter aujourd'hui, il y a pas vraiment de business model. Là, il est en train on le voit dans plusieurs tweets. Il est en train de tester, voir, est-ce qu'on fait un abonnement mensuel à $8 par mois pour pouvoir utiliser Twitter? Est-ce que c'est fair ou pas? Enfin, il y a pas vraiment, il veut complètement, enfin, en tout cas, Elon Musk veut complètement se débarrasser de la publicité. Et il veut pas être dépendant des annonceurs. Et voilà, c'est un nouveau business model qu'il veut potentiellement créer. Donc, peut-être que tu vas avoir cette fonction et donc, du coup, Twitter, enfin Jack Dorsey est plutôt proche d'Elon Musk, ils peuvent travailler peut-être sur un sujet et puis de toute façon c'est l'ancien de Twitter, donc tu vois il y a peut-être un lien à faire et donc, voilà, donner le contrôle et donc donner le contrôle à l'utilisateur, ce contrôle de données, un algorithme qui va pouvoir aussi permettre de contrôler ce qu'on voit sur les feeds. Voilà, ça c'est vraiment la prochaine évolution importante, je trouve aussi. Et tout ça c'est le protocole que propose Blue Sky, donc je pense pas que ça va être que ça serait un nouveau réseau social à part entière en concurrent de ce qui existe. Je pense qu'il voudrait potentiellement s'intégrer, en tout cas intégrer son protocole dans les différents réseaux sociaux. Ouais. Et ça c'est super intéressant parce que vous là aujourd'hui si vous voyez ce contenu là dans votre feed c'est parce que il y a un algorithme qui vous l'a poussé, qui vous l'a recommandé. Cet algorithme vous pouvez pas du tout le contrôler ni maîtriser la manière avec laquelle il vous pousse, il vous recommande du contenu. Demain via ce que veulent faire Jack Dorsey, via ce que veulent faire Musk et d'autres gens, vous allez pouvoir potentiellement personnaliser vous-même l'algorithme, comme ça vous allez vous dire à votre plateforme ce qu'elle va vous présenter et ne plus subir au contraire les contenus que cet algorithme que vous pouvez pas du tout contrôler vous propose. Elle est bien la promesse, hein. Franchement. J'attendais quand même qu'une plateforme commence à se penser sur ce genre de sujet. Ça vient de Jack Dorsey. Je pense qu'il a quand même un bagage assez solide. Il a un peu plus de temps parce qu'il est plus sur Twitter. Je pense qu'il est motivé par ça aujourd'hui. Tu sais, il est vraiment sur des trucs un peu comme ça. Ouais, c'est super. Un peu éthique. Exactement. Bon, il a créé un monstre, un Twitter, mais aujourd'hui, moi j'aime bien Twitter. Hein. Je dis monstre, mais c'est pas du tout négatif. Mais c'est une grosse plateforme aujourd'hui où tu peux, énormément de personnalités passent vraiment beaucoup de temps dessus. Ouais. Et toute l'information circule par Twitter. Et aujourd'hui, il veut potentiellement créer un concurrent à Twitter, un protocole dans Twitter. Enfin, c'est très nébuleux encore tout ça. Hein. Ouais, c'est en phase de recherche. La bêta va être prévue, elle est prévue là pour les prochains mois et voilà. Ok, super intéressant. C'est toujours sympa d'avoir des infos un peu plus macro, de sortir un peu du quotidien, des collections, de ce qui se passe dans les NFT précisément pour voir au macro ce qui peut influencer le milieu du Web3 globalement. C'est toujours bien de garder un œil un peu plus distant avec par rapport à l'actualité. C'est vrai c'est pas vraiment lié au NFT, mais non. En fait, dès qu'on parle de Twitter en ce moment, c'est vrai que ou tout ce qui tourne autour de Twitter, vu que le monde du Web3 est dépendant de Twitter aujourd'hui, en fait. En fait, c'est vrai. Plus, hein. C'est vrai. Demain, t'as plus Twitter, t'as plus de marché NFT, t'as quasiment plus de marché NFT. Tout se passe via Twitter, Discord, quoi. Donc, on peut pas, avec des vagues, on ne peut pas ne pas en parler du point macro. En tout cas, c'est intéressant. Allez, pour redescendre beaucoup plus terre à terre, on parle des art cobblers, si ça te va. Grosse news de la semaine. Ouais, grosse news de la semaine. Du coup, c'est la collection qui a tout pété cette semaine. Comme chaque semaine, en fait, il y a des nouveaux projets. On en parle à chaque fois avec des vagues. Et là, cette semaine ne fait pas exception avec les Art Gobblers. Pour la faire courte, c'est un projet qui a été monté par l'un des producteurs de Rick and Morty. Et si vous regardez les designs des Art Gobblers, effectivement, vous retrouvez cette patte et surtout ce logo qui représente le fameux œil avec la pupille en forme d'astérisque, en fait, typique de Rick and Morty. Donc, déjà, il y a quelqu'un de connu à la base de ce projet-là. Et ensuite, il n'a pas monté ça tout seul, il a monté ça avec Paradigm, qui est une espèce de fonds d'investissement, entreprise spécialisée Web3, qui l'a aidé à monter ce projet. Et Paradigm est quand même une entreprise assez connue dans le milieu. Peut-être que toi, tu connais mieux que moi, Marc. Ouais, c'est un VC, quoi.
C'est un VC. Je crois que c'est un VC. Ils font de tout. Ils font plusieurs choses, mais ils sont aussi VC. Ouais. Ok. Donc du coup, t'as une double crédibilité artistique et VC, argent, connexion, réseau de base sur ce projet-là. Pendant plusieurs mois avant de lancer la collection, ils ont contacté vraiment tous les influenceurs pour faire en sorte que ils aient des items dès la sortie, dès le mint, et que du coup la mousse prenne au moment où la collection sorte. Donc on avait pas mal d'influenceurs qui étaient déjà dans le projet avant qu'il soit minté, sorti, notamment Zeneca, Andrew Wang et d'autres. Farok, donc les plus gros en fait, les plus gros qui étaient voilà dans ce projet-là et qui ont aidé aussi le truc à monter. Il y a une petite polémique autour de ça, en mode ouais c'est pas juste, c'est toujours les mêmes influenceurs qui profitent et qui chopent de l'argent gratuit grâce à ces mints offerts et ensuite ils revendent l'item 12, 13 Ethers et ils se font de l'argent comme ça. Voilà, mon point de vue c'est que je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'effectivement ils ont une grosse réputation. En ayant une grosse réputation, ils ont une force de frappe sur les réseaux sociaux que personne n'a en fait, et du coup ils en profitent et c'est naturel pour eux. Ils ont travaillé tous les jours pendant plus d'1 an pour avoir cette réputation-là sur les réseaux sociaux dans le milieu des NFT. C'est normal à un moment donné qu'ils soient récompensés et qui attisent en fait les convoitises des projets qui se lancent pour que eux-mêmes se fassent connaître. Donc je vois pas de souci à ça personnellement. Je sais pas ce que t'en penses toi. Moi je suis partagé quand même parce que après j'ai vu un tweet là passer où Camonet avait poussé ce projet-là. Camonet, c'est comment on appelle ça, un stand-up comédien. Ouais, c'est le seul humoriste NFT, quoi. Humoriste NFT, qui est assez connu dans le milieu, qui avait justement, j'ai vu un tweet passer où le mec il chillait le projet et puis sur OpenSea, tu voyais qu'il avait revendu pour 15 Ethers alors qu'il avait eu juste chiller le projet, ça veut dire en fait que tu vas le promouvoir sur les réseaux sociaux en mode ouais c'est génial, c'est le futur, c'est incroyable, etc. Et tu crées de la hype autour du projet. Quand t'es très connu, les gens vont t'écouter et suivre et acheter le truc, et derrière tu le revends à prix d'or parce que les gens ce truc-là, il a fonctionné grâce aux influenceurs et parce qu'il y a un mec qui était chez Rick and Morty. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un Web 2, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, n'importe quelle boîte Web 2 qui se dit je vais lancer une collection NFT, tu vas les choper, tu fais une whitelist de toutes ces personnes-là, ce projet va fonctionner. Ok, je suis pas d'accord. Parce que je pense que ces influenceurs-là, ils reçoivent des whitelists tous les jours. Simplement, tu vois, il y a plein de projets Web2 qui se lancent sur les NFT et qui sont pas forcément hyper successful. Je vais pas en citer particulier, mais t'as plein de marques connues, d'acteurs, d'artistes connus qui ont essayé de lancer des trucs sur les NFT et qui ont fait un peu flop. Je pense que ce projet-là a eu beaucoup d'intérêt pour effectivement les founders, une bonne stratégie d'influence et de réseaux sociaux qui est clé en fait dans ce milieu-là. Et aussi, je vais en parler un petit peu avec un système en fait qui est très original où tu peux quand t'as un NFT, tu peux générer des tokens, tu peux créer d'autres NFT, tu peux dessiner, faire avaler par ton. Enfin, je vais en parler juste après. Mais en fait, il y a quand même un concept autour de ce truc-là qui est assez interactif et assez intéressant que à petite perso, j'avais pas forcément vu de cette manière-là sur les NFT. Ouais, j'ai pas regardé moi le projet, mais je sais pas l'approche à première vue. Moi, je suis pas hyper fan parce que je me dis que n'importe quelle grosse marque du Web2, je dis Adidas, mais je veux dire n'importe quelle grosse marque, elle peut aller approcher un influenceur et l'influenceur, après ça dépend de lui et sa morale, tu vois. Mais oui, après c'est vrai que ils se font approcher par plein de projets mais qui sont pas spécialement backés par des gros, tu vois. Là, il y a quand même un mec de Rick et Morty, Paradigme, là tu te dis OK, bon. Il y a une combinaison de trucs en fait qui font ça, mais c'est vrai que là où je te rejoins, c'est que malheureusement tu as besoin d'avoir un pump de la part des whales ou des influenceurs ou de gens qui ont soit beaucoup d'argent, soit beaucoup d'influence. T'as besoin de ces gens-là pour faire décoller ta collection dès qu'elle sort, quoi. Si tu les as pas avec toi et que tu sors une collection sans qu'il y ait des gros acteurs qui soient avec toi, c'est vrai que c'est compliqué, même si t'es quelqu'un de connu, quoi. En fait, ce que j'aime pas trop, c'est que dans ce milieu-là, et c'est juste inhérent, à ce milieu-là, c'est que tu crées pas de valeur, tu crées pas d'argent en fait. C'est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que s'il y en a un qui gagne de l'argent, il y en a d'autres qui perdent à côté, tu vois. Bon, et tu vas voir effectivement la collection fonctionne un peu comme ça, un peu en mode pyramide de Ponzi, donc c'est particulier quoi. C'est compliqué de tout comprendre parce que il y a des modèles mathématiques assez complexes derrière, donc je vais pas m'éterniser là-dessus, mais en gros ce qui se passe c'est que là sur ceux qui sont sur la vidéo vous voyez l'écran, pour les autres je vais décrire. Vous achetez un NFT qui est un Art Gobbler. Et donc le Art Gobbler, si vous regardez bien son ventre en fait, il y a un gros rond, un gros ovale qui est vide. Donc en gros, il a son ventre qui est vide de base. Le Art Gobbler. Gobbler, ça veut dire avaler, donc gober en fait. Et donc du coup, l'idée c'est que quand vous avez un Art Gobbler, vous pouvez choper
des goûts. Donc c'est le token de la collection GOO, et donc plus vous chopez des goûts, plus vous avez le droit de dessiner des trucs sur un tableau dans l'interface du site. Et si vous allez sur le site des Art Gobblers, donc c'est artgobblers.com, vous allez avoir un onglet où vous pouvez dessiner des choses, mais simplement pour vraiment les minter ou les utiliser, vous devez avoir un Art Gobbler et générer des goûts derrière. Une fois que vous avez assez de goûts pour dessiner, pour le faire, pour utiliser votre dessin, vous avez créé un joli dessin. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez le faire avaler par votre gobbler, et après votre gobbler s'update, et au lieu d'avoir un cercle vide dans son ventre, il a votre dessin en fait dans son ventre. Donc l'image en fait c'est que l'Art Gobbler il mange votre dessin, il l'ingère et c'est à l'intérieur de son ventre, et ça crée un Art Gobbler encore plus personnalisé. C'est ça l'idée. D'accord. Okay. Donc tu vois, c'est quand même, après c'est pas une révolution, hein. On a déjà vu beaucoup de collections où tu pouvais faire des mécaniques un peu similaires. Maintenant, je trouve ça intéressant, en fait, ça ressemble à un trait, en fait, que tu pourrais dessiner toi-même et le rajouter à ton NFT. Ouais. Mais la condition, c'est d'avoir un Art Gobbler et de choper du goût. Et derrière, si je me trompe pas, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais plus tu fais ce genre de mécanique, plus tu chopes des goûts, plus tu dessines, etc. Et plus tu vas avoir le droit de minter des nouveaux Art Gobblers. De base, là aujourd'hui, on a à peu près 2000 qui ont été disponibles et mintés au lancement. Et ben il y en a 8000 de plus qui pourront être générés petit à petit sur les 10 prochaines années. Donc là, en fait, la collection s'inscrit sur le long terme, avec un supply en termes d'Art Gobbler et de goût qui va augmenter petit à petit à travers le temps, plus vous utilisez les systèmes faits par ça. Donc, voilà, je vais pas tout détailler là-dessus, et même moi j'ai pas eu le temps de tout diguer le process, parce que vous avez un green paper du coup qui décrit tout le process sur le site de Paradigme, qu'on va mettre dans la description de cette vidéo-là, que vous pouvez aller voir. Et à l'intérieur du Goût Paper, vous avez aussi un lien vers le VRGDA. Et donc ça veut dire Variable Rate GDAs. Donc c'est en fait le système le système mathématique avec lequel les goûts et les Art Gobblers seront créés. Donc il vous explique point par point dans ce VRGDA paper la manière avec laquelle mathématiquement la supply va augmenter avec le temps, va diminuer avec le temps, les formules mathématiques derrière. Donc là, si vous regardez la vidéo, je vous déroule une liste de formules mathématiques auxquelles je ne comprends rien. Si vous comprenez ça et que vous pouvez nous l'expliquer dans un futur podcast, venez nous expliquer, c'est génial. Mais il y a un vrai système mathématique complexe de reward derrière cette collection-là. Et peut-être que ça aussi, quand le mec de Rick and Morty a envoyé ça avec Paradigme aux influenceurs, peut-être que les influenceurs aussi ils font le tri là-dedans. Et quand ils regardent que le truc a été construit de manière aussi costaud, ils vont pas venir chiller sur les réseaux sociaux n'importe quel projet, ces influenceurs-là. Ils ont une réputation à défendre, et s'ils viennent vraiment chiller ce projet-là, c'est que parce que derrière ils ont tout vérifié, et que effectivement ça apporte quelque chose de très nouveau qu'on n'avait pas vu avant en fait vraiment dans le marché des NFT. Est-ce que je t'ai un peu plus convaincu, mon cher Devac ? Oui. Non, en vrai, enfin, je pense que c'est pas spécialement ce projet-là, c'est l'approche, tu vois. Je pense que là, je vois quand même que c'est assez solide ce qu'ils ont fait derrière. Ils ont fait appel à un tokenomiste ou un économiste derrière pour vraiment gérer toute la partie tech, ou même la partie supply, tu vois. Enfin, ça c'est tokenomics, etc. C'est des trucs qui sont hyper complexes. Tu vois, on le voit beaucoup en DeFi, on le voit beaucoup justement dans le monde de la crypto. Mais là, tu vois, ils essayent de faire comment ils appellent ça, de la DeFi NFT, tu vois, genre, enfin, c'est ça. C'est un mix des deux, tu vois, NFTify. Voilà, alors moi, la DeFi, c'est pas trop mon truc. Non, moi non plus, c'est pas pareil. Mais je suis très admiratif des gens qui savent pondre des modèles comme ça. Maintenant, je suis curieux de savoir, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'est-ce que ça va donner réellement. Est-ce que c'est une pyramide de Ponzi qui va s'écrouler, ou est-ce qu'au contraire, c'est un truc qui va être plutôt stable dans le temps et à continuer à faire ses petits tranquillement. En tout cas, pour un free mint et que tu repars avec 15 Ethers, franchement, c'est rentable. Hein. Pour les influenceurs, c'est argent gratuit. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ouais, aussi, si vous regardez l'art, il est grave chum. Moi, je déteste. C'est moche. Ce que dit, en fait. Et je pense que c'est moche exprès, en fait, et que c'est obscène exprès. Vous avez des traits clairement avec des bites dégueulasses qui chient des œufs. Vous avez des sexes certains Art Gobblers ont des pieds en forme de sexe masculin qui viennent chier des œufs. À prime abord, moi je trouvais ça vraiment nul. Et à deuxième abord, en fait, je me dis effectivement, l'art il est pas fait pour être joli. L'art il est fait pour choquer, pour provoquer une réaction, pour provoquer une question. Et dans ce sens-là, je pense que cette collection a réussi son pari. C'est-à-dire que je pense que quand ils ont créé les Art Gobblers, ils se sont pas dit waouh c'est magnifique. Ils se sont dit comment je peux créer quelque chose qui est vraiment différent de ce qui a été fait jusqu'à présent, et qui vient en fait percuter, choquer, déranger, etc. Donc c'est vrai que certains Art Gobblers sont réellement obscènes, c'est le mot.
Maintenant, on aime, on n'aime pas, mais en tout cas, ça a le mérite de faire parler de la collection, et on peut pas rester indifférent par rapport à ces designs. La vraie question, est-ce que des influenceurs l'ont ajouté en profile picture sur Twitter? Ah non, personne. Sur LinkedIn? Certainement pas. Après, les traits avec des sexes masculins, attention, ils sont très rares. Il y en a très très peu. Ça se compte par dizaines seulement parmi les 2000. Et ça vaut pas 15 adhères. Mais voilà. Ok, cool, intéressant. De toute façon, on va suivre ce projet. Ça a quoi, quelques jours là, donc. Ouais, ça a quelques jours. Faut suivre parce que ça marque. Ce qui est ouf, c'est que même Bear Market, t'as quand même des projets qui font 0, 15 floors en Ether. Ouais, donc en fait t'as pas d'excuses. Hein. Si tu penses être très 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 malin et que tu veux te faire de l'argent dans NFT, tu peux. Maintenant, c'est pas notre recommandation. Avec des vagues, vraiment, on vous donne 0 conseil financier et on vous conseille vraiment d'acheter des NFT, non pas comme vous achèteriez un truc qui vous rapporterait de l'argent sur le long terme, mais plutôt comme un vêtement que vous pouvez venir flexer ensuite sur les réseaux sociaux. C'est un achat plaisir et pas un achat rentabilité. Ouais, surtout si vous êtes nouveau et que vous avez jamais acheté. On en parle dans un des articles justement il y a 2 semaines, la semaine dernière. Ouais. Non, il y a 2 semaines justement sur le premier achat NFT, pourquoi, comment, un détail. Enfin, c'est assez bien détaillé. Allez voir notre Substack, vous tapez Mint & Ring Substack sur Google et vous allez tout trouver. Ou alors dans les liens de la vidéo, vous allez tout trouver de l'audio. Cool. On passe à la suite. Tu veux nous parler de Halloween? Ouais, vous avez préparé un truc spécial Halloween du feu de Dieu. Je me suis dit, ouais, c'est Halloween, etc. J'avais vu pas mal d'articles qui parlaient de ce genre de trucs et je me suis dit, ça peut être intéressant de faire un récap justement sur les news les plus effrayantes dans le Web3 ou en tout cas dans le monde du NFT sur cette année-là notamment pour Halloween. En fait, il y a 3 grands thèmes. Le premier, c'est le bear market, forcément, parce que c'est en fait quand tu déconnectes un petit peu quand tu déconnectes un petit peu du monde du NFT, où tu te dis en fait quand tu compares le monde du NFT ou le monde de la crypto versus les autres mondes, c'est vrai que 90% de market share en moins sur OpenSea, du jour au lendemain, une entreprise qui passe de 13 milliards en valeur à quasiment rien, tu vois. C'est quand même c'est flippant quand même, hein. Et Amazon qui a perdu en l'espace d'une soirée 200 milliards de Ouais, mais Amazon, ça repose quand même sur des fondations solides. OpenSea repose sur 2,5% de fees. Donc s'il n'y a pas de volume, il n'y a pas d'argent. Et donc l'entreprise, elle a complètement... Et en plus, OpenSea, elle est bloquée aussi sur pas mal de choses parce que tu vois, on parle de mobile first, l'année du mobile depuis quasiment 2-3 ans. Et c'est vraiment l'année du mobile en fait. L'année du mobile, non. Mais je veux dire que l'adoption mobile, elle est vraiment aujourd'hui présente. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une application qui veut se lancer, ou en tout cas intégrer des utilisateurs ou absorber des utilisateurs, elle doit se mettre sur mobile. OpenSea, ils sont confrontés au problème qu'on avait remonté la semaine dernière par rapport à Apple, les fees de Apple, etc., etc. Et donc du coup, c'est pas facile quand même, tu vois, de faire en sorte que les gens adoptent OpenSea parce que ce truc de mobile qui casse, les deux grosses entreprises qui justement bloquent un peu l'adoption, tu vois. Donc première chose, bear market, et c'est quand même assez flippant de se dire qu'aujourd'hui en fait une entreprise ou même toute une industrie prend moins 95% en quelques mois, tu vois. Ouais. Deuxième, c'est un peu lié à ça, les licenciements, parce qu'il y a plusieurs entreprises qui ont licencié, donc je reprends OpenSea, moins 20% de leur effectif depuis le bear market, donc ils sont pas beaucoup OpenSea déjà, donc tu vois, moins 20%, ça fait quand même c'est sizable. Et donc même je crois qu'on en parlait il y a un mois ou deux où on avait vu que justement OpenSea ils ont pas su gérer le bull market parce qu'ils sont montés trop vite, trop haut, et ils étaient pas préparés pour ça, tu vois. Et ça se comprend, tu vois, une petite entreprise pendant le bear market, t'as pas beaucoup de volume, tu t'attends pas à avoir autant de personnes utiliser ta plateforme et d'avoir un service après-vente entre guillemets, un support, etc., que tu dois embaucher en quelques jours, tu vois. Horrible, tu vois. Ouais. Et là, tu vois, l'après-coup, c'est, en fait, il y a plus de volume, il y a plus d'argent, donc on est obligé de licencier parce qu'on a embauché des personnes entre-temps, donc. Exactement. Okay. Mais j'ai longuement écouté, je vous en parlerai peut-être une semaine où il y aura moins de news parce que c'est intéressant de faire un focus là-dessus, mais les interviews des fondateurs de Yuga Labs, donc Bored Ape, CryptoPunk, etc. C'est super intéressant parce qu'ils ont eu le sentiment déjà il y a quasiment un an qu'il y allait avoir un bear market à un moment donné, forcément.
que la folie allait s'arrêter un jour. Et du coup, ils ont justement au contraire anticipé ce truc-là, levé des fonds, gardé leur cash de côté pour faire en sorte qu'il peut y avoir un bear market pendant 3 ans. C'est ce qu'ils disent, 3 ans. Et ils continueront à opérer comme si de rien n'était de leur côté, quoi. Bah, tu gardes ton cash en US dollars, enfin en US dollars ou en USDT, tu le gardes pas en Ether ou en Bitcoin. C'est ce qui s'est passé sur pas mal de boîtes, quoi. Ouais. Mais tu vois, quand on parle de licenciement, c'est pas spécialement que dans la crypto. Il y a eu énormément de licenciements chez des grosses entreprises crypto, des exchanges, crypto.com, ils ont licencié des gens, Coinbase, Robinhood, et aussi la tech, on en parlait tout au début, des entreprises comme TikTok, Snap, Tesla, Shopify, enfin des grosses boîtes, tu vois, grosses boîtes cette année elles ont licencié, tu vois. Donc ça veut dire que cette année il y a quand même une récession, je sais pas, on peut appeler ça une récession, mais en tout cas il y a eu un recul quand même. Et tout le monde s'y attend à cette récession, en tout cas, pour l'année prochaine. C'est peut-être un contre-coup du je sais pas, du confinement, du Covid, etc. Je sais pas, mais en tout cas. C'est voilà, deuxième grosse news effrayante. Troisième, et ça je pense que j'en vais passer un peu plus de temps, c'est tous les scams qu'il y a pu justement avoir sur les dernières années. Il y a 3 grandes catégories de scams. Le premier c'est rug pull. Pour juste donner des détails, un rug pull, en fait ça fait référence justement à une arnaque où justement les développeurs ou les équipes derrière en fait elles font la promotion d'un NFT et une fois que les gens achètent le NFT, elles se retirent et tu les entends plus parler en fait. T'entends plus parler parce qu'ils sont anonymes, du coup ils peuvent se casser. Exactement. Ils suppriment leur compte Twitter, leur compte machin. Merci Exactement. Pour l'argent, salut, bye bye. Ils arrêtent tout, ils disparaissent avec les fonds. Exemple, Zagabond. Avec le fondateur d'Azuki aujourd'hui, il a cofondé ou il a fondé CryptoPunks qui a aujourd'hui 1400, un truc comme ça, à date 1400 Ethers de volume échangé, donc c'est énorme, tu vois. C'est un gros projet, hein. Mais CryptoPunks, tu peux regarder sur OpenSea. Aujourd'hui, ils sont un peu dans la sauce aussi parce que en fait, ils ont volé l'IP de CryptoPunk. Parce qu'en fait, ils ont pris exactement les mêmes images et au lieu de mettre punks, ils ont mis funks avec PH. Et donc du coup, en ce moment, tu sais, Yuga, et en fait, CryptoPunk appartient à Yuga Lab parce que Yuga Lab a racheté Larva Lab, qui est l'équipe derrière, voilà, c'est ça, qui est l'équipe derrière CryptoPunk. Et donc du coup, en ce moment, ils sont un peu dans la sauce là, les mecs de CryptoPunks, parce que il y a le procès entre Yuga Labs et Ryder Rips, on avait parlé de ça justement, qui avait fait des fausses des allégations auprès de Yuga Labs comme quoi c'était des nazis, blablabla. Bref, on l'avait couvert dans un des épisodes il y a très longtemps. Et ils sont en procès en ce moment, et donc du coup ils sont en train de sniper là, Yuga, ils sont en train de sniper toutes les collections qui plagiaient en fait leur IP. Donc les CryptoPunks en fait partie, parce que pourquoi CryptoPunks, en fait, quand Zagabond a justement déclaré qu'il était derrière ce projet-là, et que ce projet-là avait une grosse communauté, il y avait des gens qui achetaient encore dessus, il a cédé en fait les clés à quelqu'un qui voulait reprendre, un mec qui s'appelle Pauli, P-A-U-L-Y. C'est lui qui avait repris les Funks. Et lui aussi, il est très très lié à Ryder Rips, donc ils veulent justement juste tuer Yuga Labs avec plein de fausses allégations autour des fondateurs, etc. Bref, c'est lui qui a repris le projet, et le projet tient encore, mais du coup Yuga Labs il va faire tomber CryptoPunks. Quand vous diguez ce genre de sujet, vous passez dans les tréfonds des NFT et de la partie crypto, hein, vraiment la partie très dark, avec des accusations de néonazisme, parfois de pédophilie, des gens qui s'insultent sur Twitter avec des majuscules partout. C'est vraiment nauséabond et terrible pour ces gens-là qui n'ont pas l'air d'être dans une santé mentale tout à fait stable, quoi. Stable, ouais. Mais ouais, Zagabond a fait partie de ces rug pullers. Il a dû l'avouer à un moment donné, parce que on lui a un peu forcé la main. Je pense que des gens ont découvert que c'était lui qui était derrière ces projets-là. Et je pense qu'il y a eu un chantage derrière pour faire en sorte qu'il c'est sûr, parce que je sais pas pourquoi un jour il a fait un post Medium pour justement parler de tous ces trucs là, tu vois. Ouais, et je trouve que c'est très bon signe, parce qu'en fait t'as beau vouloir rester anonyme
et être caché et faire des rug pulls, etc. En vrai, tu peux jamais vraiment rester complètement anonyme parce que sur la blockchain, tu peux traquer toutes les transactions et d'une manière ou d'une autre, si l'argent tu le fais transiter via plein de wallets, Ethereum, etc., que tu essayes de masquer les choses, etc., et d'ensuite de te l'envoyer sur un Coinbase ou un compte bancaire, etc., d'une manière ou d'une autre, comme tout est transparent, tout est public et tout est traçable en fait, un gouvernement, une police, quelque chose, s'ils veulent vraiment chercher un rug puller et essayer de mettre la main sur une réelle identité, une personne réelle derrière, je pense que c'est très facile pour eux de tout tracer et d'en arriver jusqu'à la personne qui s'est parce que du coup pour ouvrir un compte Coinbase t'es obligé de révéler ton identité, de poster ta carte d'identité, etc. Donc en fait d'une manière ou d'une autre, pour moi, les enquêteurs pourront toujours te retrouver si tu fais des trucs comme ça, quoi. T'as de plus en plus d'entreprises analytics on-chain qui justement travaillent avec les gouvernements pour tout ce qui est terrorisme, achat d'armes, etc. et qui suivent justement les flux financiers dans la blockchain et qui arrivent à trouver justement les lieux et les personnes, quoi. Et donc du coup Zagabond était derrière CryptoFunks, il était aussi derrière deux autres projets, un qui s'appelle Tendies. Il a shut down ce projet au bout de 15% du mint, il a shut down. Poulet, je crois. Ouais, c'est exactement ça. Et le dernier, c'est CryptoZunks avec un Z. Et lui, il a kill le projet après avoir justement airdroppé des free NFT. En fait, il a vu que ça prenait pas parce que personne n'avait claim en fait. Personne n'avait claim le NFT et parce que les gas, à ce moment-là, les gas fees étaient trop élevés, donc les gens ils avaient pas claim le free NFT. Donc du coup, il a killé le projet et il a monté Azuki. Lui il dit que c'est grâce à ces projets-là que Azuki a son succès aujourd'hui parce qu'il a testé d'autres façons de faire sur d'autres projets, mais bon, enfin il y a eu un impact parce qu'il y a pas mal de gens qui sont partis avec leur wallet complètement vide, quoi. Bon, ça c'est des exemples iconiques, mais derrière il y a plein, j'imagine, de pléthore, des centaines potentiellement de rug pulls qui ont existé dans les NFT et qui sont là, quoi. D'ailleurs, du coup, juste pour vas-y. Non, vas-y. Bah, juste pour rajouter dessus là, j'ai découvert un site là cette semaine qui s'appelle Web3 is doing great. Je sais pas si ça te parle. Non, ça me dit rien. C'est quoi? Donc Web3 is doing great.com. Et en fait, justement, ça vient recenser tous les scams qui ont eu lieu dans le milieu Web3. Là-dessus, t'as un compte ici, c'est marqué en bas à droite, c'est marqué 11 milliards de dollars qui ont été en gros volés entre guillemets dans des projets parmi des projets Web3. Et donc t'as une timeline avec point par point tous les projets qui ont fait de la merde whatsoever, quoi. Donc voilà, j'ai pas pris le temps évidemment de regarder tous les projets qui ont eu lieu, mais tu vois sur le mois d'octobre déjà t'as facilement une dizaine, peut-être même une vingtaine de projets différents de arnaques, scams, vols, quoi que ce soit qui correspond à voler de l'argent via des projets Web3. C'est pas que sur l'NFT d'ailleurs. Ouais, je vois que c'est quand même sur Web3, c'est tout l'écosystème Web3. Ouais, tout l'écosystème crypto Web3 et ainsi de suite. Et dans la même veine, vous avez aussi le site de Rect qui est assez connu en France c'est l'un des OG français qui a créé ce truc-là. Celui-là, je le connais. Et donc Julien Bouteloup. Et donc pareil, vous avez une liste de toutes les arnaques principales qui ont lieu dans le milieu crypto. Donc ça concerne pas que les NFT évidemment, mais sur chacun d'entre eux, vous pouvez cliquer dessus. Et il y a une enquête à chaque fois, pour chaque projet, il y a une enquête détaillée de ce qui s'est passé. Je pense que les équipes de Rect sont assez solides sur étudier tout ce qui se passe. Donc des investigations complètes sur chaque projet, sur ce qui s'est passé. Voilà. Si vous voulez devenir expert des rug pulls et des arnaques sur le milieu crypto, vous avez vraiment de quoi vous amuser avec ces deux sites que je mets tout de suite du coup dans la description de la vidéo et du podcast, comme ça vous pouvez aller les voir. Ah, c'est cool, c'est bien qu'il y ait des entreprises comme ça qui font ça. Grave. Deuxième scam, c'est phishing. Ah, ça c'est quand même très connu dans le web 2 déjà, ça existait déjà. Donc en fait, techniquement ici c'est simple, c'est les pirates en fait, ils vont utiliser des faux liens et grâce à ça, ils vont pouvoir accéder aux détails de vos wallets. Donc on le voit assez souvent sur les Discord, les Twitter, etc. Dès que vous cliquez dessus, souvent ils demandent vos coordonnées et donc du coup les pirates ils enregistrent tout ça pour accéder à vos comptes. Il y a eu OpenSea qui a été targeté il y a quelques mois d'ailleurs pour 1,7 million de dollars dérobés. En fait, ils avaient envoyé les pirates, ils avaient réussi à prendre l'adresse email de OpenSea pour envoyer un email à tous ces users. Et en fait, dans cet email-là, ils réclament d'updater leurs données sur le site. Et là, absorbé. Je me souviens très bien de ce truc-là, ouais.
on avait parlé, je crois, à un moment donné, ou en tout cas on avait parlé en off nous deux. Ouais. Et voilà, donc ça se fait assez souvent, donc voilà, faites attention. Le troisième, c'est on le dit chaque semaine, le pump and dump. Donc en fait oui. ici les scammers qu'est-ce qu'ils font en fait, ils vont gonfler artificiellement une collection NFT en la prix, chilant en fait. sur les réseaux du coup. Exactement. Donc là voilà. Et c'est souvent ils essaient ils vont mentir, hein. Il y a des informations un peu trompeuses, etc. Et donc du coup il y a une hype qui se crée assez rapidement et donc du coup les fondateurs, vu qu'ils ont investi avant, et ben en fait ils dumpent tout et ils partent et tu les vois plus. Ouais. Donc ça c'est franchement j'ai l'impression que c'est un truc qu'il y a toutes les semaines, il faut juste faire gaffe quoi. Ouais. Le dernier c'est tout je pourrais dire plagiat, dérivative, etc. Et en fait ici c'est juste des gens qui créent des comptes NFT ou des projets NFT sur des jetons qui existent, des projets, des jetons qui existent déjà. Et OpenSea avait annoncé, je crois en janvier, il y avait un tweet qui est passé, j'avais retrouvé ce tweet là, que 80% des NFT qui étaient mintés sur OpenSea pendant le bull market, c'était que des collections plagiat. 80% sur OpenSea, c'est énorme. Et donc du coup faites attention, blablabla. Et en fait du coup j'ai mis juste quelques bullet points genre comment éviter de se faire scammer, etc. Déjà, jamais cliquer sur les liens suspicieux, donc ça c'est vraiment le premier truc à faire quoi. Les emails quand on vous demande, c'est exactement dans le web comme dans le web 2 en fait, hein, quand vous recevez un email avec des trucs un peu suspicieux parce que l'email il y a des noms un peu bizarres, il y a des chiffres et des lettres très bizarres, que ce soit sur Twitter, sur Discord, etc. Juste vraiment faites attention à ça. Jamais partager son password aussi. La meilleure reco que je peux donner, c'est n'achetez rien, mais strictement rien, via un lien. Voilà. Tapez vous-même l'URL dans la barre de recherche Google, faites des recherches sur Google pour vraiment savoir si c'est le bon projet, etc. Mais n'achetez strictement rien via des liens. Même sur Google, faites attention parce que vous avez souvent faites attention, vous avez des pubs où parfois les scammers se mettent en pub et apparaissent en premier. Ouais. Des gens qui connaissent très bien les NFT se sont fait scammer aussi la semaine dernière avec le projet Remova Artefact. Et pourtant des holders d'Oclonex qui connaissent très bien, mais ils ont cliqué sur un mauvais lien qui était artefact.blablabla.com, qui était pas le bon truc en fait, parce que normalement il faut faire blablabla.artefact.com et là c'est bon. Bref, c'est très compliqué, mais vraiment la meilleure reco qu'on peut vous donner avec Devac, c'est n'achetez rien via un lien en fait. Toujours en tapant vous-même l'adresse sur laquelle vous voulez acheter quelque chose. Et même si vous êtes fatigué, n'achetez pas, parce que c'est là où tu peux faire vraiment des erreurs d'inattention. Surtout si vous êtes fatigué, vous allez bourré. Ou bourré. De toute façon, vous n'êtes pas sur le coup à 1 million. Le coup à 1 million, c'est les influenceurs qui l'ont. C'est pas sur Twitter les coups à 1 million, donc faut surtout pas le faire. À titre personnel, je me suis déjà fait scammer une fois, donc plus jamais. Mais c'est compliqué, bon. hein. Une fois que ça arrive. Une fois que ça arrive, tu comprends en fait. C'est compliqué parce que je me suis fait scammer. C'était un compte qui avait un blue checkmark de Twitter, donc c'est le scammer a acheté un compte avec plus de 100 000 followers, avec un blue checkmark derrière, a remplacé le nom par autre chose. J'ai pas fait gaffe au hâte et tu vas trop vite parce que tu dis waouh, c'est maintenant, ça se passe maintenant. Tu vois le blue checkmark, tu vois 100 000 followers, tu fais ok, c'est bon, c'est parti, je clique, j'achète. Et en fait non, en fait, même si vous avez l'impression que c'est legit, ça l'est peut-être pas en fait. Faire super attention à ça. Et ça rejoint justement ce que je voulais dire, c'est la due diligence en fait. À chaque projet où vous voulez investir, faire des recherches, vérifier l'identité des fondateurs, etc. Il faut pas FOMO. En fait, c'est là où tu te fais vraiment avoir. De toute façon, tu te fais couper quand tu FOMO. Donc, que ce soit sur le prix ou ou par un scam. Donc, il y a aussi jamais partager son password, sa seed phrase, classique, tu vois. Alors, ça, c'est évidemment. Jamais, personne vous le demandera, personne vous le demandera et personne n'en a besoin. Tout ce qui est sécurité crypto, votre seed phrase, vos clés Ledger, des trucs comme ça. Allez sur le site de Ledger, regardez les documentations. Ils vont beaucoup mieux vous renseigner que nous, mais en gros, faut être plus que prudent, quoi. Après, le dernier point, c'est vrai que c'est d'avoir une Ledger, un cold storage, tu vois. C'est aussi que tu touches pas, que tu touches pas. C'est la sécurité, quoi. Ouais, effectivement. Et voilà. Après, le tout dernier point, je dirais dans les bad news, c'est Metaverse, avec les pertes de Meta là qu'on voit. En fait, la division, comment ils appellent ça, Reality Labs. En fait, c'est la division de Meta où il y a Horizon Lab, Horizon World et le casque Oculus. vert. Oculus, voilà, merci. Oculus, qui a perdu combien 3,7 milliards cette année. Q3 donc, et l'année dernière en 2021 ils ont perdu 2,3
7 milliards, quelque chose comme ça. Donc ouais, en gros, façon, chaque année, ils craignent du cash pour développer ce truc-là. Voilà, un truc super intéressant que vous pouvez regarder, c'est le All In podcast. Globalement, écoutez-le chaque semaine si vous êtes anglophone, c'est juste bourré d'infos super utiles. Et ils expliquent qu'en fait, Zuckerberg a prévu de dépenser à minima 10 milliards par an pendant les 10 prochaines années sur les projets métavers. Donc 100 milliards en tout. Sauf qu'il a récemment annoncé qu'il allait augmenter progressivement ce truc-là. Donc, Chamath, qui est l'ancien lead data scientist de Facebook justement, qui est maintenant milliardaire et qui connaît toute la Silicon Valley et qui connaît tout ce qui se passe, dit qu'en fait ça devrait augmenter normalement dans les 250 milliards pour développer ce truc-là. Et il expliquait dans le podcast qu'en fait 250 milliards de dollars investis sur 10 ans pour développer le métaverse, il le compare par exemple à n'importe quel projet de R&D qui a eu lieu dans l'humanité. Et en fait le seul comparable c'est le projet Apollo, qui a coûté aux États-Unis à peu près 240 milliards de dollars dans les années j'ai pas envie de dire de bêtises, mais dans les années 70 ou 80. Et donc en fait, on est dans un investissement potentiel de la taille du projet Apollo pour Mark Zuckerberg et son métaverse quoi. Donc ça rigole pas. Maintenant, est-ce que ça va vraiment aboutir à du succès commercial derrière? Ça, personne peut le dire pour le moment quoi. Non. Et ouais, non, enfin, tout le monde se fout de sa gueule, hein, clairement. Enfin, ouais. Et tout le monde attend aussi que lui fasse le premier pas, parce que derrière, t'as aussi créer justement une aspiration pour d'autres projets, notamment là on parle je voulais parler de Decentraland, des Sandbox, pareil, qui sont cotés, c'est aussi, ça fait flipper à plusieurs milliards, tu vois. Ça fait 3-4 milliards, ils sont quelques milliers d'utilisateurs maximum quoi. Quand tu compares par exemple à un Snapchat, tu vois, un Snapchat c'est évalué à 15 milliards, quelque chose comme ça en moyenne. Je crois que c'était 15 milliards. Un truc dans le genre, mais il y a quand même 400 millions d'utilisateurs par mois. Et ça continue à grossir, hein. Chez les jeunes, c'est l'une des plateformes sociales qui a le plus de croissance, Snapchat, quand tu regardes avec TikTok. Et là, un Sandbox, il y a moins de 200 millions d'utilisateurs par mois. Et quoi, sur Sandbox? Sur Sandbox, ouais. Mais beaucoup moins que 200 millions. Pardon, 200 000. Oui, non, pas 200 000 utilisateurs par mois. Oui, moins de 200 000 utilisateurs par mois. En moyenne, c'est ce qu'ils avaient annoncé, et c'est coté à 4 milliards, tu vois. Enfin, après, c'est les débuts, tu prices le potentiel là-dedans. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes d'usage, de toute façon, Devac et moi, on n'est pas là pour parler de, c'est pour ça qu'on a appelé le pod Mint and Drink, hein. C'est que vraiment, on veut se concentrer sur le milieu plutôt NFT, Twitter, la culture NFT qui est en train de se mettre en place. Tout ce qui est métavers et Web3 dans son ensemble, ça nous intéresse et c'est important de nous y intéresser, mais c'est pas le truc qui nous passionne, quoi. Ouais, clairement pas. Mais bon, ok, voilà. Moi, je peux vous parler rapidement de G-Money, qui est un des influenceurs principaux du milieu Web3, NFT, etc., et qui sort une collection de t-shirts de luxe, une marque de luxe en fait, qui s'appelle 9DCC. Vous pouvez aller voir sur Instagram, etc. Donc pour l'instant, il a juste sorti un t-shirt noir, mais qui est visiblement de très haute qualité. Je sais pas combien il coûtait. C'était dédié au holder de l'un de ses tokens. Et donc du coup, ce t-shirt, à la manière de Artefact, possède une puce NFC à l'intérieur, et donc qui permet en fait, quand vous l'achetez, vous le faites livrer. Donc les gens, c'est pour ça que j'en parle, c'est parce que les gens ont été livrés là cette semaine, et donc tu vois fleurir des vidéos de gens qui sont en train d'unboxer le t-shirt, et c'est assez intéressant. Donc c'est très premium, le package est ouf, etc. évidemment. Mais derrière, en fait, ce qui se passe, c'est que tu sors ton t-shirt, tu scannes la puce NFC avec ton téléphone, t'appuies sur un lien et boum, t'as le NFT qui sort, qui drop dans ton wallet immédiatement en fait, qui est lié du coup à ce t-shirt. Ça prend le concept du scan to wear, to own, c'est ça, ouais. Donc c'est pas via la technologie d'Azuki, hein. Je pense qu'il a dû créer son propre truc, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister du côté, je sais que t'aimes pas ce terme-là, mais digital, du coup, où tu possèdes à la fois le t-shirt et le NFT qui va avec. C'est moche comme mot, en vrai. En français, c'est, ou en anglais, c'est la même chose, en fait. C'est pas très beau. Mais c'est intéressant à aller regarder. Allez sur Twitter, sur YouTube, autre part, pour regarder les gens qui ouvrent leur package 9DCC. Surtout s'ils scannent le truc et que vous voyez le téléphone avec le NFT qui apparaît en 2 secondes. En termes d'expérience utilisateur, je trouve ça putain de bien fait, quoi. J'ai vu que le packaging était, c'est une marque de luxe, quoi. En tout cas, lui se positionne comme une marque de luxe, donc j'ai vu que les packagings étaient vraiment et le tissu a l'air vraiment vénère, quoi. Il y a Alpine Cocorico, la marque marque française qui appartient à Renault, de voitures de sport, qui a sorti un projet NFT avec Obvious, plutôt sympa. Qui donne droit visiblement, si tu le prends, je crois qu'il coûtait 1,5 Ether au drop. Maintenant il a monté un petit peu le truc, il y en a pas beaucoup, il doit y en avoir une centaine, un truc comme ça. Donc c'est Let There Be Lights
par Alpine. Et donc le prix maintenant il est à 1,8 Ether. Il y a eu 0 volume de revente sur le marché secondaire, donc je sais pas si ça va cartonner. Non, pardon, il y a 19 items seulement sur OpenSea. Donc c'est vraiment un item qui est dispo en très très peu d'exemplaires. Ouais. Mais a priori, posséder le NFT te permettra d'accéder à des rencontres privées avec les équipes Alpine. On sait pas vraiment exactement de quoi il va s'agir, mais c'est clairement, tu vois, une carte de membre Alpine qui te permettra de faire partie des Happy Few pour des événements à venir ou autre chose, quoi. C'est un gros coup pour Obvious. C'est un gros coup pour Obvious et pour Alpine, parce que quand même Obvious c'est le collectif d'artistes d'art génératif français numéro 1, je dirais, c'est vraiment ceux-là qui lead pas mal la chose. Ils ont fait beaucoup de projets. D'ailleurs, je crois que dans la newsletter précédente, t'avais fait un deep dive sur l'artiste Obvious. Donc allez voir notre newsletter si vous voulez en savoir plus sur Obvious. Donc cocorico à tous les points, et c'est cool. Obvious avait déjà pas collaboré avec Alpine. Ils ont créé ils avaient créé des Alpines customisées en fait en prenant, en mixant la forme de circuits iconiques et la forme des montagnes, de certaines montagnes des Alpes, comme ça s'appelle Alpine. Ils ont mixé ça avec de l'intelligence artificielle pour créer en fait des designs custom d'Alpine. Donc t'as vraiment quelques Alpines réelles en fait qui existent, avec dessus en fait le revêtement à des motifs et des designs qui sont créés par l'intelligence artificielle Obvious. Okay. Stylé. Ouais, plutôt cool. Obvious c'est français. Enfin, c'est un collectif français, Alpine France. Enfin, il y a quand même pas mal de boîtes, qui s'intéressent à ça et qui sont français. Franchement, c'est cool. Grave. Projet Valhalla, tu nous en parles vite fait? Ouais. T'as pas suivi ce truc-là? Pas du tout. J'ai vu passer le mot Valhalla un peu partout sur Twitter, mais j'ai pas du tout dit. En fait, c'est un énième projet qui veut se lancer dans le gaming, mais par contre, ils ont beaucoup d'ambition. Il y a une grosse team, en fait, derrière. Avec des gros noms en fait, ou des gens qui viennent de grosses boîtes, et c'est pour ça que je pense que ça a pris beaucoup de place, et il y a des gros VC aussi derrière. Gros, quand je dis gros, le CEO, c'est tu sais, dans Forbes ils ont souvent des classements des 30 under 30, tu vois, ce genre de trucs. Je vois très bien. Lui il fait partie de ces gens là. Je crois que c'était 2017, quelque chose comme ça. Il avait monté des startups. C'est un mec, c'est un serial startupper, il s'appelle Alex Lin. Et il est doxé complètement. Okay. Dans l'équipe, il y a des cerveaux de Microsoft, de Uber, Goldman Sachs. Franchement, il y a des gros. Il y a des mecs du MIT. Il y a 3 personnes du MIT, de Berkeley. Enfin, tu vois, il y a une grosse équipe. Okay. Ça veut pas dire que ça a fonctionné, clairement pas. Bien sûr, mais base, déjà, tu pars bien. Et donc, du coup, ça attire des VC. T'as des gros VC, t'as des gros VC Pantera, je sais pas quoi. Enfin, il y avait des gros noms que je connais pas très bien, mais je suis allé regarder. C'est c'est vraiment des gros VC en fait. Il y a Comcast par contre. Ça, je connais. Comcast Venture. D'accord. C'est ça, celui-là, je le connais. Et pour dire que c'est backé, ils ont de l'argent derrière. Ils veulent monter un espèce de jeu vidéo. J'ai l'impression que c'est un peu un FPS. Et ton NFT, ce serait ton avatar que tu vas pouvoir customiser. Tu vois, comme si demain tu joues à Fortnite et toutes les skins, c'était des NFT, tu vois. Et donc du coup, c'est ce qu'ils veulent faire. Et donc pourquoi il y a beaucoup de hype, c'est que en fait, pour pouvoir être whitelisté, tu dois avoir un referral code. Donc tu dois te faire inviter par quelqu'un qui est déjà dans le groupe. Et donc du coup, ça a créé beaucoup de hype. Comme comment s'appelle cette plateforme d'audio là, pendant le confinement là, tu sais, l'ancien Space. Clubhouse, exactement. C'est un peu comme le même système que Clubhouse. Tu te fais inviter que par quelqu'un qui est déjà membre ou qui utilise l'application, et en fait le système de whitelisting c'est exactement la même chose, et donc du coup ça a créé beaucoup de hype autour de ce projet là. Et voilà, après c'est juste, voilà, ils veulent mixer gaming, streetwear. C'est juste pour dire que le projet il est pas encore prêt du tout, c'est encore en prod, mais il y a beaucoup de hype. Mais c'est celui-là, il y a pas grand chose, ouais, c'est un peu, il y a pas grand chose, mais on voit un trailer, etc. Ça ressemble un peu à Azuki, genre dans l'ensemble, tu sais, un peu animé, un peu et donc c'est lui là, tu vois, c'est il y a le streetwear avec, etc. Il y a le streetwear et tout avec, ouais. Donc on est dans une inspiration un peu néo-futuriste à la Kira vite fait, quoi. Si j'essaie de trouver des parallèles. Non, cool. Il est bien fait, franchement. Je veux dire, il y a une bonne qualité. Enfin, tu vois qu'il y a c'est quali. Après, ça veut pas dire que ça va fonctionner. C'est juste que c'est bien backé, quoi. Après, il y a des gros derrière et c'est plutôt bien fait pour l'instant. Donc, à voir ce qu'ils vont produire, parce que de toute façon, il n'y a pas vraiment de jeu gaming aujourd'hui qui a craqué le modèle et qui arrive à attirer du monde. Complètement pas, ouais. Mais voilà, peut-être que celui-là, il va peut-être réussir à sortir. Bref, voilà. Je peux vous parler rapidement de DK aussi, qui est l'un de mes artistes favoris du milieu NFT. Et toi, je sais que tu connais pas. Faut que tu mates. Ouais.
Donc DK, ça s'écrit D-E-E-K-A-Y. C'est un artiste américain d'origine coréenne qui a beaucoup bossé chez Apple, une petite boîte qui fait, je sais pas si tu connais. Et du coup, il a vu les NFT apparaître. Il était vraiment de base très respecté dans le milieu Silicon Valley, etc. En tant qu'artiste, graphic designer, etc. Et donc il crée beaucoup d'animations en fait, de petits personnages animés plutôt mignons, avec des animations qui sont très, très stylées. C'est-à-dire que c'est des petits personnages, mais dans tous les détails, tu vois que la chevelure, elle bouge bien, etc. Enfin, il est très fort en animation. Il partage d'ailleurs beaucoup son travail sur Twitter. Si vous allez regarder son feed, notamment côté vidéo, vous allez voir des tutoriels complets où il montre pas à pas comment il crée ses animations, comment il fait bouger les pots de fleurs, comment tout est imbriqué les uns avec les autres. Et donc on est dans un univers plutôt jovial, plutôt bonne humeur, etc. Et en fait il est connu parce qu'il a commencé par sortir une série de One of One en fait, donc des NFT qui sont disponibles qu'en un seul exemplaire. Hyper inspirant, hyper touchant en fait, où t'as soit deux amoureux qui se rencontrent, où t'as soit toute une vie résumée en un gif de 20 secondes où la personne naît, va aux études, rencontre sa femme, va au travail et grandit, fait des enfants, meurt. Et en 20 secondes t'as un gif hyper riche en fait, tu peux le regarder je pense 20 fois d'affilée le gif, et à la 20e fois tu vas remarquer encore d'autres détails qui bougent, etc. Et il a sorti une série qui est pas vraiment un PFP, qui est plus une série de personnages qui bougent, qui s'appelle les Let's Walk. Et donc dedans tu vas retrouver plein de personnages iconiques. Il a repris par exemple un personnage qui ressemble au Daft Punk, au Power Ranger, à Sangoku, au Pokémon, et même des projets iconiques des NFT. Donc il y en a un qui ressemble à un Dead Fellas, il y en a un qui ressemble à un Invisible Friends, il y en a un qui ressemble à un doodle avec du vomi qui dégueule par terre. Et donc voilà, cette série là de Let's Walk commence à devenir plutôt iconique, et ce qu'il fait c'est que à peu près tous les 2 mois il va sortir une série de 10 nouveaux Let's Walk. Et donc il a promis qu'il allait sortir 11 ou 12, je pense, séries de 10, ce qui fait à peu près en tout un peu plus dans les 120 Let's Walk, à chaque fois disponible en série limitée. C'est-à-dire que chaque Let's Walk n'est pas disponible en une seule version, mais plutôt en 10, 20, ça dépend. Le Daft Punk, par exemple, il est très rare, je pense qu'il est disponible en juste 5 exemplaires, un truc comme ça. Et d'autres vont être disponibles en plus d'exemplaires que ça. Je vais essayer de charger le site en même temps pour les gens qui regardent sur la vidéo. Mais je pense que j'ai... C'est cool parce qu'il reprend quand même les IP de l'écosystème NFT. Ouais, pour exactement. Créer, donc je sais pas s'il a réussi à avoir l'autorisation, mais tu vois régulièrement des gens du milieu tweeter à propos de DK, donc des Betty, donc la boss du projet d'être fait là. Pac a fait aussi une collab avec lui. Enfin, il est très très respecté dans le milieu NFT. Donc tu vois, c'est très jovial, c'est animé, c'est colorful, etc. Ça, c'est One of One que je montre à l'écran. Si vous voyez pas, j'ai déjà pas mal décrit ce qui se passait. Et ensuite, le lien. Et les Let's Walk après, ben voilà, c'est autre chose quoi. Et donc ce qui se passe, c'est que justement la série Let's Walk, que je vais aller charger sur OpenSea, là ce sera beaucoup plus simple. La série Let's Walk, en fait, il a repris la centaine d'avatars qui marchent, dont je vous ai parlé juste avant. Il les a tous repris, il les a tous condensés sur un visuel où tu les vois tous marcher les uns à travers les autres tout le temps, comme ça. Et il y a une enchère en ce moment chez Sotheby's pour acheter ce One of One, qui est en fait la combinaison de tous les Let's Walk qui marchent en même temps dans un GIF hyper riche et hyper complexe en fait, mais qui résume 1 an de boulot acharné de DK pour créer tous ces personnages, toutes ces animations, etc. Et donc je vais prestigieux, hein. Sotheby's, c'est prestigieux quand même. Ouais, non, vraiment, il est hyper respecté. Il a un côté très humble et très, on va dire, bon enfant, sympa. Donc, du coup, il a l'air tellement, tellement humble et tellement gentil, cet artiste-là, que je pense qu'il a vraiment gagné le respect de tout le monde, quoi. Donc là, c'est horrible parce que j'ai le son dans mes oreilles, mais c'est bon, c'est enlevé. Et donc là, pour ceux qui regardent la vidéo, du coup je partage le One of One pour que vous puissiez le voir. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez DK qui est au centre de l'animation, avec tous les personnages qui marchent autour de lui, tous les personnages qu'il a créés pour les Let's Walk. Le floor du Let's Walk en ce moment, il a un peu plus de 1 Ether. Je suis pas du tout en train de faire la pub de DK parce qu'on a un partenariat avec lui, évidemment non, hein. C'est juste que c'est un artiste vraiment iconique du milieu NFT. Et donc ce One of One est aux enchères pendant 7 jours chez Sotheby's en ce moment même. Et à mon avis, ça va partir très cher, comme beaucoup de ses collections. J'ai vu Où est Charlie à un moment donné. Ouais, il y a un Où est Charlie, voilà, il y a plein de personnages assez marrants. Pour info, l'une de ses dernières œuvres, qui était justement la naissance jusqu'à la mort, a été achetée par Cosimo Di Medici, qui est un collectionneur très connu des NFT. Il a été acheté par Cosimo $1 million. Wow, ok, ouais.
Ouais, je pense qu'il va partir peut-être encore plus cher la combinaison de tous les Let's Walk. On le mettra peut-être dans la newsletter, un focus sur un jour. Ouais, un focus. Faut faire un focus DK parce que vraiment, t'iras regarder. Je pense que ça te plairait aussi, Devac. C'est vraiment cool. On a encore quelques autres petites news à décrypter pendant 5 minutes. Au pire, on passe, on le fait la semaine prochaine. Non, on peut franchement, on peut le faire rapidement. Bah, là, il y a juste Meta. Je regarde un petit peu. Ouais. Meta, en fait, ils ont annoncé hier, c'était hier d'ailleurs, donc mercredi, que la marketplace NFT va être en alpha et elle sera sur Polygon et Solana. Donc Polygon, t'as une marketplace NFT, Instagram qui se lance. C'est ça. Waouh. Mais sur en fait, le gros sujet, c'est Solana et Polygon. Encore une fois, un gros coup Polygon. Non, Polygon, je suis grave bullish parce que franchement, c'est un layer 2 que tout le monde commence à adopter. On en a parlé la semaine dernière avec un autre projet qu'il a fait, je me souviens plus lequel. C'est Reddit. Ils sont Reddit, maintenant Instagram qui se met à Polygon. Gros coup pour Polygon. Donc ça veut dire que là, il y a encore une grosse concurrence OpenSea, c'est en train de prendre des coups de poing partout là. Hein. Bah c'est chaud. Hein. Ils sont à genoux là. Hein. Avec une autre marketplace, Instagram, on connaît la puissance d'Instagram, mais je pense qu'ils ont pris un peu des learnings de Reddit, du lancement à succès de Reddit. Et je pense qu'ils ont peut-être un peu pivoté, prendre un peu exemple de ce qu'ils ont fait. En tout cas, la bêta, elle est prête pour certaines personnes. Tu sais, ils font ça souvent. Meta ou Facebook, même toutes les plateformes font ça. Il y a quelques utilisateurs qui voient apparaître la marketplace et après ils le roll out une fois qu'ils ont des feedbacks, etc. Donc là, il y a des personnes qui peuvent avoir accès à la marketplace NFT. Voilà. Ok, Jean-Max. Et Digidaigaku, il y a une update avec ce projet-là ? Ouais, en fait, ils vont donc Digidaigaku, c'est un espèce de jeu vidéo qu'ils veulent lancer. Et très compliqué à prononcer, ça me saoule. Mais j'arrive maintenant. Digidaigaku. Digi, moi je vais dire Digi. On le verra en janvier dans une des publicités du j'oublie tout le temps. Super Bowl, voilà. Ah ouais, ils ont acheté un spot dans le Super Bowl. Mais je crois que le créateur de ce projet-là, qui est plutôt un projet jeu vidéo, il a vraiment une grosse expérience gaming sur le mobile. Il a créé une des boîtes principales qui faisait du free-to-play ou des trucs comme ça. C'est pour ça que ça a pris d'un coup le projet, parce que justement c'est un mec qui sait monter des apps de jeux de gaming. Yes. Et donc du coup, je pense que l'app sera prête en janvier pendant justement le Super Bowl, parce qu'il va utiliser le Super Bowl comme publicité pour driver du trafic sur son application. Et en fait là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a toutes les personnes qui hold le token aujourd'hui de Digi, ils sont whitelistés pour un autre token qui s'appelle Vilain. Donc en gros, je pense qu'il essaie de créer des personnages en NFT que tu vas pouvoir potentiellement incarner dans le jeu. Et donc du coup, toutes ces personnes-là, free mint, whitelisté free mint de mémoire, c'est un free mint. Et voilà. Donc j'arrive pas à accrocher avec ce projet-là personnellement, ça m'a l'air assez ça m'a l'air trop complexe. J'arrive pas. Moi j'aime pas l'image. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'arrive pas à suivre. Il y a pas assez d'infos claires quoi. Pour l'instant, encore une fois, c'est tout. Tu vois bien que tous les projets pour avoir du cash, ils créent des nouvelles. Tu augmentes la supply. Je pense pas que ça soit la bonne stratégie, parce que tu augmentes la supply, mais ça crée pas vraiment de valeur. En fait, il y a juste plus de gens et ça rare. Un truc hyper rare c'est ce qu'ils ont fait, tu vois. Yuga Lab, mais il y avait beaucoup plus de hype derrière Yuga Lab. Mais là, tu vois, ils ont 10 000. Là, ils vont l'augmenter à 20 000. La supply, je pense pas qu'il y ait autant de hype que ça sur ce projet-là. Donc je sais pas. En tout cas, là ils vont récupérer encore du cash parce que ce truc-là, il va fonctionner forcément, tu vois. Mais on va voir, parce que je pense que tout le monde attend quoi ? Janvier ou Q1 pour le jeu vidéo, en fait, pour voir à quoi ça ressemble ce jeu vidéo-là, parce qu'il y a trop de hype derrière le projet. Donc voilà. Ok, à suivre. Écoutez, j'espère que vous avez plu comme épisode de décryptage de l'actu NFT. N'hésitez pas à nous faire plein de retours sur Twitter, sur partout. De toute façon, on est partout. On commence à sortir aussi pas mal de clips sur les shorts, les reels, les TikTok et ainsi de suite. C'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner vos feedbacks. On essaye de s'améliorer à chaque épisode. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut Paul. Salut les vacs. Ciao.
Si vous êtes toujours là, avouez, vous avez kiffé, donc mettez-nous 5 étoiles là où vous nous écoutez et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Instagram et via notre newsletter. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Allez, merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Compatible to that of a go by. Load up the info cause I'm sure to blow the whole spot. Find him at night and invite him to the finest live performance of an orthodoxy. Follow as I globe try. So hot under the light of the stage. That's what my worries away into a puddle of what I've been running from. Let's just intensify the atmosphere a little